Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Accord inédit entre députés et sénateurs sur la loi Elan. Hier, après 6 heures de discussion, les parlementaires ont trouvé un compromis sur le projet de loi du gouvernement. Comme le souhaitait le Sénat, le rôle des maires, rogné dans les premières moutures du texte, a été réaffirmé. On en parle dans cette édition. Les maires qui sont de plus en plus nombreux à jeter l'écharpe tricolore. À 2 ans des élections municipales, les défections d'édiles n'ont jamais été aussi nombreuses. En cause, la baisse de la DGF et des contrats aidés, mais aussi l'absence de statut des élus. Le débat est à suivre. Le geste d'Édouard Philippe pour les retraités. Le Premier ministre veut désamorcer la grogne croissante sur le pouvoir d'achat. 300 000 retraités seront ainsi exemptés de la hausse de la CSG à partir de 2019. Les réactions au Sénat dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter, le hashtag Sénat360 pour nous accompagner cet après-midi. On retrouvera Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat et puis Samia Dechi à Rotreport où se déroulent les journées parlementaires des communistes. Au lendemain de l'audition d'Alexandre Benalla par les sénateurs, la commission d'enquête entend poursuivre ses travaux. De nouvelles auditions auront lieu prochainement. En attendant le rapport final, le détail avec Fabien Recker. Le Sénat n'en a pas terminé avec l'affaire Benalla. Au moins 7 autres personnes doivent être entendues la semaine prochaine, parmi lesquelles des juristes et des spécialistes de la sécurité. Notre travail, voyez-vous, c'est d'abord d'établir la vérité. Et comme il y a de plus en plus de contradictions, nous allons aussi faire état des contradictions. Sur le plan politique, la passe d'armes entre les sénateurs et le gouvernement se poursuit. Ces derniers jours, la garde des Sceaux, le ministre des Relations avec le Parlement, puis le porte-parole du gouvernement ont reproché à la Chambre haute d'outrepasser ses pouvoirs. Des critiques qui ravivent les tensions entre le Sénat et l'exécutif sur fond de bras de fer autour de la réforme constitutionnelle. Il est vrai que parler de destitution quand on est ministre en charge des relations avec le Parlement, c'est assez méconnaître la procédure. C'est Castaner. Oui. Il y a eu les propos de Briveaux, il y a eu les propos de... Oui, enfin, la leçon de déontologie du porte-parole, je crois qu'il faudrait qu'il mesure sa parole. La commission des lois du Sénat affirme en tout cas vouloir clôturer ses travaux avant janvier. Sans empiéter évidemment sur le volet judiciaire, Alexandre Benalla, mis en examen pour violence en réunion et détournement d'images de vidéosurveillance, sera entendu par le juge d'instruction le 28 septembre. Et on va retrouver Tam Tranui, salle des conférences, pour une première réaction à cette audition d'Alexandre Benalla. À vos côtés, le sénateur La République En Marche du Val d'Oise, Alain Richard. Alain Richard, comment jugez-vous les échanges entre l'exécutif et la commission d'enquête sur l'affaire Benalla? Cela alors que hier, Benjamin Griveaux a mis en cause la déontologie de Philippe Bas et du travail des sénateurs. Je me borne à rappeler que la majorité des membres de la commission d'enquête, son président et ses 2 rapporteurs, sont des membres honorables des oppositions. Donc, je précise d'ailleurs que vous n'avez pas assisté à cette audition que vous jugiez inutile. Dans la mesure où l'enjeu est de porter une critique sur des guillemets dysfonctionnements de la présidence de la République sous le président actuel, je pense qu'il est permis de soulever la question. Et pour ma part, je suis efforcé de contribuer loyalement au fonctionnement de cette commission d'enquête pour effectivement recueillir des informations sur le déroulement d'un certain nombre de situations depuis 1 an. Et j'attends avec intérêt le rapport qui établira si des faits vérifiables démontrent qu'il y a eu, suivant les guillemets, des dysfonctionnements au sein de la présidence de la République sous Emmanuel Macron. Pour l'instant, j'attends encore, à la 25e ou 26e audition, la démonstration de faits significatifs qui illustrent des dysfonctionnements de l'Élysée. Pour vous, pour l'instant, avec toutes les auditions qu'il y a eu, il n'y a pas de démonstration faite de ces dysfonctionnements à l'Élysée? Alors que certains de mes collègues sénateurs des oppositions font preuve d'une certaine virulence sur ce sujet, aimeraient beaucoup
qu'Emmanuel Macron et les gens qui travaillent avec lui soient affaiblis, malgré tous leurs efforts, je ne les entends pas souligner des sujets qui seraient devenus pénibles pour le président. Est-ce que pour vous, il y a donc une instrumentalisation? Est-ce que la majorité sénatoriale en fait trop sur cette... Ne me faites pas dire ça. Simplement, j'essaye d'observer simplement que vous avez des oppositions qui souhaitent, donc parmi lesquelles des gens manifestent une véritable aversion pour le président de la République et le mouvement qu'il soutient, et une grande partie d'entre eux souhaitent des occasions, sinon de démontrer qu'il ferait mieux que le président de la République, ce qui ne les intéresse pas beaucoup, mais d'essayer de l'affaiblir et de lui retirer sa crédibilité. Votre commentaire sur ce qu'a déclaré le président du Sénat ce matin, Gérard Larcher, il a jugé qu'il y avait un contraste entre la sérénité du Sénat et l'agitation de l'exécutif. Pour lui, avec l'affaire Benalla, le Sénat a démontré qu'il est un véritable contre-pouvoir. Ah bah ça, c'est sûr que pour les membres des oppositions, dont fait partie le président Larcher, la mission de contre-pouvoir est quelque chose dans quoi il se déploie. Mais ce n'est pas que sa mission. Le Sénat, c'est d'abord une assemblée législative, c'est une assemblée de représentation du peuple français à travers ses élus locaux. Et donc il a aussi des missions positives à accomplir. Et d'ailleurs, je salue le fait que nos délégués, les délégués du Sénat à la commission mixte paritaire hier, ont trouvé la base pour approuver l'essentiel du projet de loi sur la réforme du logement. Oui, la loi donc, Elan. C'est possible. Et donc, la fonction de contre-pouvoir, je comprends que ce soit un élément d'attrait pour des membres des oppositions, mais je fais partie de ceux qui pensent, et pas depuis la veille, que le Sénat a d'abord une fonction de construction positive de lois et de réformes. Justement, va-t-il être possible de travailler sereinement entre l'exécutif et le Sénat sur la révision constitutionnelle, la révision institutionnelle, hein, puisque l'on apprend que dans le coup de fil passé par Emmanuel Macron à Gérard Larcher, il a également été question de cette révision. C'est pas un grand scoop. Bon. Et donc, après, il y a des gens qui travaillent sereinement dans tous les partis politiques, dans tous les groupes. Il y en a d'autres qui sont moins enclins à la sérénité. Après, au public et aux citoyens de se faire leur jugement sur qui sont des agités et qui sont des responsables politiques. Bien, merci beaucoup Alain Richard d'avoir répondu à mes questions. Et on continue les réactions à cette affaire Benalla, à ces auditions du Sénat avec vous, Tam Tranui. Cette fois, c'est Philippe Dominati, sénateur LR de Paris, qui répond à vos questions. Oui, Philippe Dominati, l'exécutif a continué hier à attaquer le travail de la commission d'enquête et notamment celui de Philippe Bas, puisque Benjamin Griveaux a jugé que le président de la commission d'enquête avait manqué de déontologie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne vois pas comment, mais peut-être que M. Griveaux n'a pas l'habitude des us et coutumes du Sénat. Ce serait bien qu'il y vienne plus souvent, qu'il observe, et puis qu'il joue son rôle de membre du gouvernement. Il juge que Philippe Bas s'exprime trop dans les médias, alors que l'on ne connaît pas encore bien, les conclusions de la commission d'enquête. Il ne s'exprime pas sur le fond, Philippe Bas. Il s'exprime sur, je dirais, le planning de la commission, et à ma connaissance, il n'y a pas d'expression sur le fond tant que le rapport n'est pas fait. Ce qu'il y a d'étrange dans cette histoire, c'est que elle est alimentée essentiellement par les gesticulations des membres de la majorité présidentielle. C'est une affaire qui devrait être terminée depuis longtemps et qui lasse beaucoup de gens. On a en tout cas ce matin eu la réponse de Gérard Larcher à cette critique de l'exécutif. Pour lui, eh bien, il y a un contraste entre la sérénité du Sénat et l'agitation de l'exécutif. Et pour lui, le Sénat a montré son rôle de contre-pouvoir dans cette affaire. Bien sûr, puisqu'il n'y a pas de contre-pouvoir à l'Assemblée nationale. On a vu avec quelle dextérité la pseudo-commission d'enquête de l'Assemblée nationale a d'abord terminé ses travaux sans entendre même les auteurs principaux, je dirais, concernés par la commission d'enquête. Donc effectivement, c'est au Sénat de jouer ce rôle de contre-pouvoir, qui est le rôle naturel du pouvoir législatif. Les travaux de la commission d'enquête hier ont été d'autant plus sereins que finalement Alexandre Benalla, lui d'ailleurs, a été assez calme, serein, précis. Quelle est votre impression après l'audition d'hier ? Écoutez, d'après ce que j'ai entendu, il a tout à fait répondu à un certain nombre de questions avec une gravité, une constance qui a surpris un grand nombre de collègues, ce qui n'a pas toujours été le cas parmi les précédentes auditions.
Même si, je le précise, beaucoup de vos collègues jugent qu'il reste encore des contradictions. Ah, bien sûr, sur le fond de l'affaire. Ce qui intéresse encore une fois le Sénat, c'est pas l'attitude de tel ou tel, c'est pas le rôle du Sénat. Ce qui intéresse, c'est le fonctionnement des pouvoirs publics. À partir du moment où il y a eu un dysfonctionnement de quelqu'un de proche du président de la République, et pourquoi le pouvoir a voulu masquer ou cacher ce dysfonctionnement pendant aussi longtemps. L'affaire Benalla est venue interrompre pendant l'été les travaux qui avaient lieu autour de la révision constitutionnelle, des travaux plus importants. On nous annonce une reprise de ces travaux à l'Assemblée nationale fin décembre, début janvier, puisque c'était dans le contenu de la conversation entre Emmanuel Macron et Gérard Larcher, conversation téléphonique. Est-ce que ça va être facile de reprendre les travaux dans ce contexte? Écoutez, j'ai connu déjà pas mal de révisions constitutionnelles. La dernière qui avait été faite par le président Sarkozy, à ma connaissance, a été passée de 2 voix, difficilement. Il y avait un vrai travail de la part du gouvernement de l'époque pour convaincre les parlementaires, parce que dans ce genre d'affaires, il y a toujours des parlementaires qui sont hésitants, réticents. Comme il n'y a pas de travail réel du gouvernement, en dehors de faire des polémiques, je pense qu'il y a du retard et que le gouvernement va devoir mettre les bouchées doubles, que ce soit par le porte-parole du gouvernement ou par le ministre en charge des relations avec le Parlement. Mais bouchées doubles dans un contexte de crispation des relations, et oui, alors que le Sénat dénonce... C'est pour ça que c'est étrange et peu habile. On dirait même qu'après avoir voulu entretenir l'affaire Benalla, ils veulent à tout prix échouer sur la réforme constitutionnelle, alors qu'il y a des bonnes choses dans la réforme constitutionnelle, puisque un certain nombre de sujets avaient été accepté par tous les candidats à la présidence de la République. Mais aussi un petit peu d'affaiblissement du pouvoir du Parlement, pour conclure? Tout ce qui est l'affaiblissement du pouvoir du Parlement, ça ne passera pas. On pouvait parler du nombre de parlementaires, est-ce que c'est bien dimensionné ou pas. Je crois que là-dessus, il y avait presque unanimité parmi les candidats au présidentiel. Puis sur d'autres sujets, il y a des différences sur la proportionnelle. En tout cas, sur le droit d'amendement, c'est même pas la peine de l'évoquer, je pense. Il est nécessaire, il n'y a pas de parlementaire indépendant s'il n'y a pas de droit d'amendement indépendant. Moi, j'ai été longtemps non inscrit, longtemps d'hiver droite. Je ne vois pas comment on pourrait faire pour s'exprimer sans le droit d'amendement. Bien, merci beaucoup Philippe Dominati d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. À quelques jours de la présentation du budget par le gouvernement, Édouard Philippe tente de désamorcer la grogne croissante sur le pouvoir d'achat. Il a annoncé ce matin un geste fiscal pour 300 000 retraités. Ils seront exemptés à partir de 2019 de la hausse de la CSG. Les explications de Béatrice Finzan. Ce sont les grands oubliés de ce quinquennat, les retraités, mécontents de la politique sociale du gouvernement. Alors, celui-ci tente un geste. Ça veut dire qu'il y a 300 000 personnes, c'est pas 100 000, c'est 300 000 personnes qui n'auront pas à payer cette augmentation de la CSG dans les années qui viennent, parce que justement leurs revenus sont très variables, ou même un tout petit peu variables, et le fait de basculer un tout petit peu au-dessus du seuil les aurait fortement pénalisés. Le seuil fixé par le gouvernement l'année dernière s'élève à 14 404 € pour une personne seule et 22 051 € pour un couple. Et c'est justement cela qui pose problème. Une fois comptabilisés par foyer et non plus individuellement, de nombreux retraités se retrouvent impactés par la hausse de la CSG. Il serait un peu plus de 7 millions touchés par cette mesure et désormais 300 000 de moins. Un chiffre ridicule pour l'opposition qui voit dans ce geste fiscal une simple manœuvre politique. Le problème, c'est pas de dire « Ah, soyez heureux ». Vous espériez 100 000, c'est 300 000 qui vont être exonérés. Mais il y en a plusieurs millions qui vont continuer à payer. Ça n'a pas de sens. Cette mesure est une mauvaise mesure. À gauche aussi, c'est l'indignation face à une mesure jugée hypocrite. Ce gouvernement a retiré le pouvoir d'achat des retraités avec la CSG, 1,7% de pouvoir d'achat en moins. Et donc ce petit pourboire de M. Édouard Philippe, ce n'est rien. Un effort qui représenterait 350 millions d'euros pour les finances publiques, selon le Premier ministre, et qui sera mise en application dès 2019. Et on va retrouver Tam Tranui pour la réaction de la sénatrice LR des Hauts-de-Seine, Christine Lavarde. Christine Lavarde, c'est donc une annonce du Premier ministre ce matin. 300 000 retraités vont bénéficier d'un geste fiscal pour compenser la hausse de la CSG. Un geste de 350 millions d'euros. Est-ce que vous l'approuvez ?
Alors bon, déjà, ce geste finalement, c'est un petit peu plus que ce qu'avait annoncé précédemment Gérald Darmanin, qui lui s'était avancé sur le chiffre de 100 000 il y a encore quelques jours. C'est une amplification de ce geste annoncé par Gérald Darmanin. J'aurais envie de dire enfin un geste à destination des retraités, puisqu'ils ont été particulièrement malmenés. Et ce petit geste, je rappelle qu'il vient pas tout à fait, même pas du tout, contrebalancer le gel de l'indexation des pensions de retraite qui sera gelé à 0,3% à partir du 1er janvier 2019, alors même que les prévisions d'inflation, elles sont beaucoup plus élevées, 1,5% si on en croit la Banque de France au mois de juin. Donc on voit bien que ce gel des pensions de retraite finalement va coûter beaucoup plus cher aux retraités que pour certains le fait de ne plus devoir payer de CSG. Oui, on le voit, les retraités, donc pour vous, restent perdants, mais tout de même, ce geste montre que l'exécutif prend compte de l'importance de la grogne des retraités depuis ces derniers mois. Alors j'ai envie de voir en fait l'équilibre global, puisque aujourd'hui, comme vous l'avez si justement dit, ce geste coûte 350 millions d'euros. Mais comment vont-ils être financés par ailleurs si c'est en créant une nouvelle taxe qui sera elle-même acquittée par les retraités? Enfin, je ne sais pas du tout, mais imaginons qu'on augmente la TVA, qui là est payée par tout le monde, parce que finalement les retraités gagnent d'un côté, ils le paieront de l'autre. Oui, c'est un geste généreux, mais on attend tout de même le projet de loi de finances 2018 et le projet de financement de la sécurité sociale. Exactement. Alors le suspense sera levé peut-être pour partie lundi matin avec la présentation du PLF 2019. Mais il faut voir effectivement le schéma d'ensemble, l'articulation entre le PLFSS et le PLF pour avoir une vision globale et dire si effectivement c'était un geste qui venait un petit peu nuancer le gel de l'indexation des pensions de retraite. Est-ce que l'on peut penser qu'il y a une inflexion de la politique de l'exécutif, qu'il prend un virage social après le plan pauvreté, après le plan santé, maintenant ce geste à l'adresse des retraités ? Alors effectivement, on a entendu les critiques qui lui ont été faites. On a eu énormément d'annonces de mesures de nature sociale depuis le début de la semaine. On avait eu la semaine d'avant, enfin dans les semaines qui précédaient, des annonces en faveur des entreprises avec la loi Pacte. Mais bon, quand on regarde un peu aujourd'hui ce qui peut s'écrire, notamment sur le regard que portent les économistes sur la loi Pacte, finalement, ils en reviennent et ils pensent qu'on ne va pas aussi loin qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour véritablement aider les entreprises. Donc j'attends de voir si finalement ce qui est fait aujourd'hui pour le retraité est bien un mouvement d'ensemble ou si ce ne sont pas que quelques arbres qui cachent derrière une clairière complètement décimée. Donc rendez-vous effectivement à la présentation du budget la semaine prochaine pour voir si tout cela est compensé. Exactement, et au terme de l'ensemble des débats à l'Assemblée et au Sénat. Eh bien, merci beaucoup Christine Lavarde d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Alors, je vous le disais en titre, jamais les maires n'ont autant démissionné. Depuis 2014, date des dernières municipales, près de 1000 édiles ont quitté leurs fonctions. Du jamais vu, on voit ça avec Léa Lecouple. Alors que les démissions d'élus ne cessent d'augmenter depuis 10 ans, le constat est clair. Plus de 1000 d'entre eux ont jeté l'éponge depuis 2014, soit une hausse de 55% par rapport à la précédente mandature. Et un chiffre que le président de l'Association des maires de France, François Barouin, ne voit pas d'un bon œil. On peut dire qu'on est de l'ordre entre 1200 et 1500 maires, autour de 1500 maires. Mais le plus important, c'est pas tellement le nombre de démissions des maires, c'est le nombre de démissions des maires adjoints, des conseillers. Et là, c'est un mouvement en profondeur. Plus inquiétant encore pour les représentants des communes, ce sont les élus qui affirment ne pas souhaiter se représenter lors des prochaines élections de 2020, ce qui ferait grimper les chiffres. Une inquiétude que tempère Jacqueline Gouraud, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Je connais les mécontentements qu'ils ont exprimés, mais de là à dire que tous les élus de France sont mécontents et qu'il y a une grogne de tous les territoires, je ne le ressens pas sur le territoire. Je vous le dis, j'y suis constamment et je pense que parfois, on force le trait dans les associations d'élus. Les plus touchés restent les maires des petites communes, puisque parmi les démissionnaires, 57% sont des élus à la tête de communes de moins de 500 habitants. En cause, entre autres, les diminutions de la dotation globale de fonctionnement qui ont des conséquences directes sur le budget et étranglent les communes. C'est une République qui est en train de s'abîmer dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'elle est en train d'échouer au quotidien et elle est en train de se fatiguer en permanence. On ne peut pas rester silencieux. La fronde n'est donc pas terminée puisque les présidents des associations des maires, des départements et des régions de France se réuniront à Marseille le 27 septembre prochain pour intensifier la grogne contre la politique offensive du gouvernement envers les collectivités territoriales. Et on va voir comment ce ras-le-bol se traduit sur le terrain. C'est un reportage de Béatrice Finzan. Elle s'est rendue en Seine-et-Marne, dans 2 communes rurales. Vous allez le voir, la baisse des contrats aidés est devenue un réel problème.
À quoi va servir demain le maire rural? Voilà la vraie question. Et personne dans nos politiques veut l'affirmer clairement. Diront toujours, mais non, vous savez, les 36 000 communes, elles continueront à exister. Oui, mais si c'est simplement pour régler des problèmes de voisinage. Bonjour Simone. Bonjour monsieur le maire. À Flagy, il n'y a plus de boulangerie. Alors tous les jours, le pain est livré sur la place du village. L'occasion pour le maire d'échanger avec ses administrés. À dimanche. Avec la diminution des contrats aidés, les communes doivent trouver des solutions tant bien que mal. Et ça passe souvent par l'entraide. Heureusement qu'il y a des jeunes retraités pour donner un coup de main pour l'embellissement du village. On ne peut pas continuer seul. J'aurais fait de belles choses avec des petits moyens, mais on ne peut pas continuer de cette manière. Je pense qu'on tient à bout de bras aujourd'hui nos communes rurales. L'État nous méprise de plus en plus dans notre quotidien. Donc voilà pourquoi beaucoup de maires aujourd'hui arrêtent. Il est sain à un moment donné de dire stop, 12 ans, 12 heures tous les jours, il faut savoir s'arrêter. À quelques kilomètres de là, Ville-Saint-Jacques. Dans cette commune de 768 habitants, de nombreux commerces ont fermé. On avait aussi auparavant d'autres cafés, puisqu'il y en avait 3 dans le village. C'est celui que vous avez derrière moi et seulement maintenant le dernier. Nous avions également une boucherie et puis même une épicerie, une supérette. Tout ça maintenant a disparu. Ici aussi, le maire ne se représentera pas. À la fatigue s'ajoute la peur de l'intercommunalité. En ce moment, on parle beaucoup de la compétence eau et assainissement, par exemple, qui évoque des problématiques très locales, de rues, de villages, de raccordement d'habitants. Ça va basculer dans les communautés de communes, donc dans les intercommunalités, et ça va être géré à la maille de 40 000, 50 000, 100 000 habitants selon la taille de ces collectivités. Et ça, on voit bien que le service, il va s'éloigner des habitants, ça va être une problématique pour le gérer et pour avoir un service de qualité. Et on perd cette dimension humaine qui est quand même très importante, notamment dans un village rural. Ville-Saint-Jacques ou Flagy ne sont pas des exceptions. Depuis les dernières élections municipales de 2014, 1021 maires ont déjà démissionné. C'est 2 fois plus que lors de la précédente mandature. Alors pourquoi les maires ont-ils le blues? Ces démissions auront-elles un impact sur les prochaines municipales? Comment améliorer le statut des élus? C'est le débat de Sénat 360. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Françoise Gatel. Bonjour, merci d'être avec nous, sénatrice centriste d'Ille-et-Vilaine. Également avec nous Jean-Baptiste Fauré. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes rédacteur en chef délégué de la Gazette des communes. Vincent Eblé est également sur ce plateau. Bonjour, président socialiste de la Commission des finances ici au Sénat, sénateur de la Seine-et-Marne. Et puis Yvan Lubraneski, bonjour. Vous êtes maire des Molières, président des maires ruraux de l'Essonne. Bienvenue à vous. Françoise Gatel, ce constat, il s'impose à nous, on le disait, à 2 ans des élections municipales, les défections d'édiles n'ont jamais été aussi nombreuses. Vous le constatez, vous aussi, sur le terrain? Oui, je l'entends. Effectivement, ce n'est pas un mouvement de fronde. C'est un mouvement de lassitude et d'épuisement des maires qui jettent l'éponge parce qu'ils ont perdu le sens de leur engagement et qu'une des raisons majeures, au-delà de l'essorage financier qu'on a subi sur ces dernières années, c'est le modèle d'intercommunalité qui a parfois été imposé aux élus d'une manière un peu violente, on va dire, qui contraint les élus à faire de grandes réunions théoriques sur les prises de compétences à des distances lointaines de leur commune. Et ils sentent, alors non seulement les maires, mais les conseillers municipaux, qui eux ne sont pas à l'interco, ils ont l'impression que, en fait, ils sont épluchés comme un légume. On leur enlève une par une les compétences, ils n'ont plus de capacité à agir. Donc, un maire l'a dit. À quoi on sert alors qu'un maire, il est aussi porteur d'avenir? Donc, moi, je dis que les maires... Ils ne font pas que gémir, je veux dire, c'est des gens qui ont aussi envie d'agir et que c'est un signal d'alarme qui est tiré en disant là c'est plus possible. Reprenez-vous, dirait-on au gouvernement, dialoguons et permettons qu'ensemble on agisse parce que vous avez besoin de nous pour réussir. Yvan Lubraneski, c'est un phénomène qui touche particulièrement les petites communes, les communes rurales? Oui, tout à fait. Et pour abonder dans le sens de ce que disait Madame la sénatrice, effectivement, au niveau des communes, nous ne sommes plus grognons depuis longtemps. Alors c'est un petit peu le rôle qu'on veut nous faire endosser. Mais vous savez, les maires des villages, ils sont sur le terrain
24 heures sur 24 pour des tas de choses, et s'ils se mettent à grogner, ils passeraient la journée à grogner. Donc ils sont vraiment les manches de chemise retroussées, et c'est plutôt un appel au secours qui est poussé en direction de l'État. En fait, c'est simplement, on a besoin du soutien de l'État. Chaque maire de France, chaque conseil municipal de France est une pierre de l'édifice République. Et si cette conscience n'est pas... si l'État n'a pas conscience de ça, c'est comme une forêt qui ne prendrait pas soin de ses arbres, ça va très très mal finir. Donc effectivement, le fait que ce quinquennat ait commencé par une pause par rapport à l'historique que notre collègue sénatrice a rappelé, c'est déjà pas mal. Mais en fait, il faut revoir les conditions de soutien aux communes et les conditions aussi de la gouvernance intercommunale où on a fait une confusion, je pense, énorme dans la loi et dans ce processus depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on a cru que l'intercommunalité allait être une collectivité. Or, elle ne l'est pas, ne serait-ce que par la Constitution. Les collectivités, ce sont les communes, les départements et les régions. Et l'intercommunalité, c'est un lieu de coopération. C'était le sens des premières lois Chevènement. C'est à cette idée même qu'il faut revenir pour se projeter dans l'avenir et s'appuyer sur les communes. Vincent Eblé, ces intercommunalités, elles se font à marche forcée, ça a été rappelé sur ce plateau. C'est une des causes justement de ce ras-le-bol des maires et qui entraîne parfois des démissions. C'est certain, nous avons beaucoup d'indicateurs qui vous ont conduit à retenir ce sujet convergent. Mais il serait intéressant de poursuivre l'analyse pour regarder en effet quels sont les effets en termes de démission des regroupements intercommunaux forcés, car nous en avons dans chacun de nos départements qui ont été en effet conduits au forceps. Et dans ces cas-là, je pense que le désamour pour la fonction, puisqu'il s'agit de mariage, les intercos, les mariages forcés, c'est jamais très bon. Donc quand on ne peut pas, je dirais, se démarier d'une géographie, on se démarie de la fonction. Et on renonce et on démissionne. Voilà. Donc là, il y a une réalité qui mériterait une analyse sans doute plus poussée. Et puis bien sûr, comme président de la commission des finances, je ne peux pas, ne pas considérer aussi la question financière qu'évoquait ma collègue Françoise Gatel à l'instant et qui est très importante. Un seul chiffre, je ne veux pas en livrer de trop. La dotation globale de fonctionnement, à la fin du mandat précédent, pour les anciens maires, 2013, c'était encore supérieur à 21% des ressources des collectivités. Nous sommes en dessous de 15. Nous sommes à 14, quelque chose. Voilà, en quelques années. Donc c'est considérable ce désengagement de l'État. Et puis, au désengagement financier de l'État, le désengagement aussi des services. Où sont les anciens services de DDE qui accompagnaient les maires, qui les soutenaient dans les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Donc aujourd'hui, le sentiment pris entre un désengagement financier et technique des services de l'État et la construction d'intercommunalités dans des géographies non souhaitées et à des dimensions qui sont parfois très éloignées de la réalité communale au quotidien, ce que ce mandat de maire a d'absolument formidable, et ce n'est pas un président départemental des maires ruraux qui va dire le contraire, c'est qu'il est d'un caractère excessivement concret. Mais si vous avez l'impression de ne plus pouvoir agir dans ce concret, alors vous avez la sollicitation de vos concitoyens, et vous ne pouvez pas répondre à ces sollicitations, ça c'est terrible. Et donc la démission, elle est malheureusement avec un sentiment rendez-vous. d'impuissance, c'est ce qui ressort effectivement de la part de ces élus. Jean-Baptiste Fauré, on parle effectivement de cette DGF, dotation globale de fonctionnement. Je rappelle les chiffres, 40 milliards en 2014, 30 milliards en 2017. Ça c'est une véritable calamité pour les villes qui ont besoin de cette dotation. Ça représente une part importante de leur budget. Oui, tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est que depuis 2017, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron aux commandes, les dotations ont été maintenues de manière globale. Je dis bien de manière globale, parce que dans un certain nombre de petites communes, ces concours financiers de l'État ont été réduits. Le gouvernement contrôle les dépenses de fonctionnement, mais uniquement des grandes collectivités. Donc, d'une certaine manière, il a quand même entendu le cri d'alarme des élus qui ne date pas de l'arrivée d'Emmanuel Macron. À cela s'ajoute la suppression de la taxe d'habitation. On sait qu'elle sera compensée, mais c'est un changement aussi qui perturbe ou alors qui accentue finalement la dépendance des communes vis-à-vis de l'État. Ça, si, c'est un sentiment qui inquiète. Alors, effectivement, le paramètre financier est un paramètre majeur, parce qu'on a bien dit que l'État n'a cessé, sur le mandat précédent, de baisser les dotations et, en même temps, si je puis dire, d'augmenter les charges des collectivités par des transferts de charges. Donc, on avait une équation insoluble. Et aujourd'hui,
il y a en plus autour des élus ce nuage d'inquiétude qui est la façon dont on va atterrir pour les finances locales après la suppression de la taxe d'habitation. Mais sincèrement, moi je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mouvement de fronde et j'ose pas dire que les élus parlent même pas d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet, mais il y a plus que ça aujourd'hui et je pense qu'il faut entendre ce sentiment de lassitude. C'est-à-dire les maires sont perdus, ils ne voient plus le sens des choses, c'est très compliqué et qu'on a un État qui ne cesse de nous demander de nous réformer, qui lui ne bouge pas ses lignes et qui, en territoire, l'État, il contrôle, il vous impose, il édicte les règles, alors que l'État devrait accompagner les élus pour trouver des solutions. Parce que toute question posée par les élus voit souvent la réponse d'un service de l'État qui dit « je comprends, mais ça ne va pas être possible parce qu'il y a tel et tel norme ». Mais un maire, c'est un inventeur de possibles tous les jours. On a les uns et les autres des exemples mais magnifiques et tout simples que les maires ont inventés pour trouver des solutions. Je citerai juste un exemple. Je suis allée l'autre jour dans une commune où le maire, il a eu pendant des années un vrai sujet de cantine. Il ne savait pas où faire manger les enfants. Eh bien, il a passé un accord avec un établissement qui accueille des enfants handicapés, qui est de l'autre côté de la route, et ces enfants vont tous les jours de manière normale, déjeuner avec des personnes handicapées, y compris des... Donc on invente des choses formidables et on nous impose, au lieu de nous donner la liberté d'inventer et de nous accompagner. Il suffit parfois de traverser la rue pour trouver une solution, Françoise. Alors, écoutez, je ne manquerai pas de le dire à l'auteur du propos. Yvan Lebraleski, au-delà de la petite pique, on a parlé de ces solutions. Il y a aussi ces problèmes de contrats aidés, puisque là, il en a été beaucoup question. On le voit dans le reportage. Parfois, c'est le maire qui est obligé de passer le balai ou de demander aux administrés eux-mêmes de le faire. Ça, c'est une réalité concrète aussi qui peut expliquer ce mouvement de ras-le-bol, même si Françoise Gatel n'aime pas trop le terme de grogne. Oui, mais on est souvent, on fait appel au système D de façon régulière dans les villages. Il faut faire attention à une chose aussi, c'est que ces démissions qui sont effectivement motivées par un contexte qui n'est pas très favorable, et réellement, il faut prendre au sérieux cette question de revisiter la question de l'action publique au niveau des territoires. Là, il y a un gros problème. Si ça décroche de trop, ça va très très mal se passer. Et puis, une question financière aussi. C'est que on se rend compte que les élus, dans leur village, dans les petites villes, ont des projets en général qui sont extrêmement concrets, qu'ils partagent avec les citoyens, qu'ils ont validés dans leurs projets municipaux. Et je crois que souvent, le denier public est utilisé de façon très efficace en proximité. Donc, la Cour des comptes, comme le gouvernement, devrait se pencher sur la question simplement de l'efficacité financière d'un dispositif. Par ailleurs, il y a, et on le note, et ça remonte de la part de nos collègues un petit peu partout, comme effectivement il y a une précipitation sur la question de l'intercommunalité, sans forcément créer des possibilités d'avoir une gouvernance forte, où chacun a un petit peu sa place, où on fait un projet de territoire. Il y a beaucoup de communautés qui s'organisent sur le plus petit dénominateur commun, parce que finalement, il ne faut pas faire émerger le projet d'une autre commune, parce que c'est pas la mienne. Et donc, du coup, voilà, chacun reste un peu sur ses positions, et l'investissement local aussi, par ce phénomène-là, qui n'a rien à voir avec la question de dotation, est quelquefois paralysé. Donc il faut se pencher sur la question de la gouvernance locale, de comment on utilise l'argent public, comment l'État vient en soutien aux collectivités. Les communes sont prêtes à mutualiser effectivement dans les espaces intercommunaux, mais il faut qu'elles soient capables de former des projets ensemble. Et la loi a probablement empêché cela au lieu de le faciliter. C'est ça qu'il faut revoir. Ouais. On parlait des contrats aidés, Vincent Eblé. Je vous propose d'écouter Édouard Philippe, le Premier ministre, qui était ce matin sur France Inter. Il a tenté peut-être aussi d'être rassurant sur ces fameux contrats aidés. On l'écoute. Ce que nous voulons, c'est consacrer nos moyens sur des politiques efficaces. Les contrats aidés, pendant longtemps, ça n'a pas été une politique très efficace. Moi, je pense qu'il faut aider les personnes plus que les contrats. Et donc, notre objectif, ça a été de corriger cela. Et donc, nous avons baissé le nombre de contrats aidés. Cette année, en 2018, il y en aura environ, peut-être entre 130 et 150 000, parce que nous les avons transformés. Ils marchent mieux d'ailleurs.
parcours emploi compétences, ça marche mieux parce qu'on vérifie qu'il y a effectivement de la formation et de l'accompagnement. Et il y en aura pour l'année 2019 environ le même montant, c'est-à-dire de l'ordre de 130 000. Ça a été un coup dur pour les élus locaux, cette baisse des contrats aidés, même si on vient d'entendre Édouard Philippe et les chiffres ne sont pas aussi importants qu'annoncés. Oui, alors il y a des points de désaccord avec ce qu'affirme là le Premier ministre, en particulier sur la question de l'efficacité de ces emplois dans les associations et auprès des collectivités. Moi, je ne connais pas, de collectivité qui ait inventé des dispositifs de contrats aidés alors qu'il n'y aurait pas eu de nécessité, à exercer une responsabilité de mission publique par ces agents d'un modèle économique qui soit aidé par l'État. La motivation de la réduction, on la connaît, elle est strictement budgétaire, et ensuite on vient plaquer un discours sur une prétendue inefficacité du dispositif ou inutilité du dispositif, mais ça n'est pas la réalité. Nous avons aussi, à être comptable de la façon dont on permet à des personnes en situation de désinsertion professionnelle et sociale de trouver le chemin d'une réinsertion. Donc ça, c'est le job, par exemple, des politiques des départements, puisque c'est dans leur mission et dans leurs compétences. J'ai été 11 ans président de la Seine-et-Marne. Cette question est tout à fait centrale et ça ne concerne plus uniquement les collectivités territoriales et les maires, mais ça concerne aussi tout un réseau de petites associations investies dans le territoire, mais qui travaillent main dans la main avec les maires et dans les territoires, et qui utilisent ces dispositifs, qui les utilisaient et qui se trouvent aujourd'hui en grande difficulté dans différents champs. Je pense au culturel, aux sportifs, à l'humanitaire de toute nature. Enfin, les champs sont vastes. Dans la question du désamour des maires pour la fonction qu'ils exercent, il y a cette question de la difficulté du job et de son cadre financier. Il y a aussi beaucoup de complexité. Il y a aussi le rapport aux citoyens sur la fonction, qui sans doute est dans cette affaire aussi à pointer. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un rapport de nos concitoyens à une forme, de posture consumériste, utilitariste, où ils attendent de leur maire qu'ils répondent très directement à un certain nombre de besoins, parfois tout à fait contradictoires. Je veux moins contribuer fiscalement aux pouvoirs publics locaux, mais je veux que les problématiques qui me concernent, celles qui concernent mes propres enfants, mon environnement immédiat, soient prises en charge par la collectivité. Voilà. Donc, pris dans cette contradiction, les maires aussi vont vers une forme de découragement parce qu'ils n'ont pas toujours les réponses à ces demandes contradictoires que nos concitoyens expriment. Il y a même une chute du taux de confiance envers les maires. Elle est passée de 64% à 55% en un an. Et ça, d'habitude, la figure du maire reste parmi les politiques. Lorsqu'on fait des sondages, justement, la personnalité politique dans laquelle les citoyens ont le plus confiance. Je crois qu'il faut quand même distinguer les différentes catégories de maires. On a des maires de ville qui sont souvent des professionnels de la politique, qui paraissent parfois un petit peu lointains, qui ont le même langage, qui jargonnent à tout va. Et puis, il y a les maires de village qui restent très appréciés de nos concitoyens. On voit bien que les taux de participation sont très très forts dans ces communes-là. C'est un peu la figure du petit qui n'a pas peur des gros, pour reprendre la formule du général de Gaulle. Et ces maires-là ne sont pas du tout reconnus dans le système politique français. C'est-à-dire qu'un maire, aujourd'hui, les 3/4 des maires gagnent moins de 1 000 € par mois. Vanouk Berberian, qui est le président de l'association des maires ruraux, a coutume de dire que son indemnité, que les 3/4 de son indemnité passent chez le pompiste. À côté de ça... On rappelle les indemnités de fonction, elles varient selon le nombre d'habitants des territoires. Ça peut aller de 5 612 € pour les villes de plus de 100 000 habitants. Pour les communes de moins de 500 habitants, c'est 658 €. Et à côté de ça, on a par exemple des conseillers régionaux dans des assemblées pléthoriques de plus de 200... Il y a plus de 200 élus. Un conseiller régional, aujourd'hui, ça gagne 2 600 € brut. Enfin, ça me paraît beaucoup pour une ou deux réunions thématiques, enfin de commissions thématiques, une réunion plénière et 2-3 participations par mois à un conseil d'administration de lycée. Françoise Gatel, on sait que le Sénat réfléchit d'ailleurs à ce statut des élus. Il y a une mission d'information sur ce thème. Alors quelles sont les pistes justement pour améliorer ce statut et puis donner envie à nos concitoyens de s'engager justement? Alors vous avez dit tout à l'heure que je n'aimais pas le mot grogne, et c'est juste parce que je trouve complètement contre-productive cette image que traînent les maires, d'élus grognons à chaque congrès des maires. C'est la grogne des maires. Et à force,
je veux dire, ça enlève toute valeur aux choses. Et sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, moi je le redis, c'est plutôt une lassitude, une fatigue des élus qui s'engagent. Moi, ça m'intéresse plus parce que je ne me suis pas engagée pour faire des réunions sur l'eau et l'assainissement dans une grosse interco où on ne connaît pas les histoires de tuyaux et ça va moins bien marcher qu'avant. Voilà, donc ça, il faut le redire. Je pense qu'il y a... Ce qui est important, c'est qu'on trouve des solutions. Il y a le regard qu'on porte sur les maires. C'est genre, les maires, c'est magnifique, mais comme on dit, il y a des braves gens, quoi. Non, le maire, c'est quelqu'un qui assume pour l'État, quelle que soit la taille de sa commune, des fonctions extrêmement importantes. Donc on doit le positionner au cœur du dispositif des élus. Ensuite, il faut lui donner un statut. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal qu'un maire, que ça lui coûte d'être un maire, que ça lui coûte de l'essence, que ça lui coûte des frais de téléphone. Et comment on fait pour qu'on ait aussi des maires qui soient jeunes, qui travaillent, qui s'engagent, alors que si leur mandat n'est pas renouvelé, ils sont en difficulté. Donc nous, on essaie effectivement, au niveau de la délégation collectivité, de faire des propositions pour sécuriser, donner envie et valoriser le statut de l'élu. Sur quoi travaillez-vous, par exemple? Quelles sont les pistes? On a cette notion de sécurisation aussi du maire. C'est-à-dire le maire, il peut avoir sa responsabilité engagée parce que les choses sont plus compliquées. Donc il faut absolument qu'on le protège là-dessus. Il faut qu'on regarde cette notion d'indemnité, qu'on regarde comment on va pouvoir faire de manière simple des validations d'acquis d'expérience pour qu'un maire n'ait pas besoin d'être fonctionnaire pour être sécurisé, mais même quand il est dans une entreprise privée, il puisse faire un retour. Donc c'est vraiment positionner le maire avec les éléments qui donneront des atouts pour qu'il y ait on va dire, des engagements. Et puis, je voudrais dire que moi, voilà, on compatit avec les maires, mais on n'est pas élu. Moi, j'ai longtemps été maire pour compatir. C'est pas ça qui s'attend des maires. On trouve des solutions. Donc, moi, je pense qu'il faut que le gouvernement entende et qu'il donne de la liberté aux maires. Le Premier ministre l'a dit, il faut qu'on arrête de plaquer des choses artificielles sur des territoires, il faut que les territoires se choisissent. Donc il faut que dans l'intercommunalité, par rapport à la question que vous évoquez, on laisse la possibilité aux élus d'organiser un accord local, parce qu'aujourd'hui, on est en train de développer des antagonismes au sein de l'Interco, et l'Interco est devenue l'Europe responsable de tout de manière négative. Donc, voilà, il y a des sujets. Puis moi, je crois beaucoup aux communes nouvelles, c'est-à-dire à l'évolution possible et volontaire des territoires pour regarder la proximité et l'efficacité. Et Yvan Lubraneschi, sur cette question du statut de l'élu, elle est très importante, elle est cruciale. Vous, qu'est-ce que vous attendez, justement ? Je confirme déjà les choses concrètement. Par exemple, je suis un maire qui est évidemment toujours en activité. Les 2/3 de mes revenus, je les tire de mon activité professionnelle. Et inversement, je consacre 70 heures par semaine à mes mandats, donc de maire de ma commune et de vice-président au développement économique dans ma communauté de communes. Fonction pour laquelle, sur 30 jours, je perçois 480 €. Voilà. Et donc, effectivement, les membres du bureau, les vice-présidents, dans des communautés de communes où ça fonctionne comme ça, et où, effectivement, on le voit, j'ai peu de recul par rapport à certains de mes collègues, mais sur ces dernières années, on le voit que d'année en année, si on veut vraiment suivre ce qui se passe à l'échelon intercommunal, il faut être là et ça coûte de plus en plus de temps. Donc ça ne suit pas. Cette distorsion, elle doit être corrigée à un moment donné parce que du coup vous avez une désertion des élus dans les espaces intercommunaux où beaucoup de choses se décident pour le territoire. Donc c'est très très mauvais parce que du coup les décisions peuvent être parfois mal prises, mais effectivement ils n'ont pas, à partir du moment où le cœur de leur indemnité c'est la commune et c'est là que effectivement ils sont plus en rapport direct avec les citoyens, c'est ainsi qu'ils vont pas être très motivés à passer du temps au sein de l'intercommunalité. Mais c'est très très dangereux pour les territoires et du coup pour le développement local partout. Vincent Eblé, il y a un risque qu'on manque de candidats pour les prochaines municipales. On sait que les partis ont un peu de mal à recruter. Oui, sans doute. Même si la nature ayant horreur du vide, on trouvera toujours quelques têtes brûlées qui ne se rendent pas compte de ceux qui s'engagent derrière leur candidature
et qui iront. Donc je ne pense pas qu'on va facialement voir l'absence, même si ça peut arriver parfois, nous en avons eu en Seine-et-Marne, des communes sans candidat. Bon, ça je n'y crois pas trop. Mais des équipes insuffisamment préparées qui s'engagent dans le dispositif se font élire. Puisque nos concitoyens, voilà, ils sont de nature souvent confiante dans des problématiques de proximité locale. Et ensuite des équipes qui dysfonctionnent, voilà, qui n'ont pas, je dirais, le panel, la diversité des compétences extrêmement diversifiée qu'il est nécessaire d'avoir pour porter, je dirais, une collectivité humaine comme une commune. Donc, je dirais, les difficultés, elles ressurgissent très vite derrière. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a observé là, avec des démissions finalement assez rapides après l'élection, qui, j'irais, laissent à penser, si ce n'est pas des successions, j'irais, préparées, avec beaucoup de noms qui peuvent aussi entraîner une certaine rotation. Ça aussi une première à observer, peut-être rapidement. Oui, et ensuite nous sommes en congrès Jean-Baptiste ce week-end. On vous invite à venir nous voir donc à Saint-Léger-les-Mélèzes. Et on connaît déjà le titre du prochain congrès, celui qui va venir en septembre 2019, donc 5-6 mois avant les municipales. Ça va être « Engagez-vous ». Nous allons mener campagne, nous allons prendre les choses à rebours. Nous allons mener campagne pour que les citoyens s'engagent, leur fournir les outils, mettre tout notre réseau à leur disposition. Effectivement, il ne faut pas faillir dans ce moment-là. Et si en plus, dans le même temps, on a un peu d'écoute au niveau du gouvernement, parce que quand même, on en a eu au début... on a entendu Jacqueline Gouraud tout à l'heure, nous l'avons accueillie l'an dernier dans notre congrès qui se passait en Bretagne. Il y a des discours, mais derrière, dans les actes, voilà, ça ne suit pas. Il ne faut pas simplement faire une pause dans l'organisation territoriale, il faut aujourd'hui la corriger pour redonner de la force au territoire, et parce que notre pays est en pause. Jean-Baptiste Fauré, le mot de la fin avec vous, ça va suffire cette initiative, engagez-vous Je ne sais pas, en tout cas ce qui est clair c'est qu'on assiste quand même à une coupure terrible entre le pouvoir central et le pouvoir local, et ça ne peut pas durer très longtemps, dans le sens où on est dans une décentralisation où le maire est un représentant de l'État, donc il faut que ces deux parties dialoguent, mais il semble quand même qu'on ne prenne pas ce chemin-là, puisque vous l'avez cité dans votre reportage, on assistera mercredi à un appel des grands élus locaux, des patrons d'associations d'élus contre Emmanuel Macron pour les libertés locales. Là, ça risque quand même de déménager, l'appel de Marseille. On sait en plus que Marseille est une ville très frondeuse en termes de symboles. Je pense qu'ils ne vont pas y aller de main morte contre les bureaux parisiens. On en parlera dans Sénat 360. Merci à vous, Jean-Baptiste Fauré. Merci, Vincent Eblé. Merci à vous, Yvan Lubraneski. Et merci, Françoise Gatel. Merci. Vous le savez peut-être, les sénateurs communistes tenaient leur journée parlementaire au Tréport. Ils préparent leur rentrée politique. Alors, on va retrouver sur place Samia Dechir pour voir les enjeux justement de cette rentrée, Samia. Bonjour Delphine. L'état d'esprit des sénatrices, des sénateurs et des députés avec qui on a pu échanger, c'est la détermination. Détermination face à une année qui, sur le plan social, s'annonce très chargée pour les parlementaires communistes. Je vous propose d'écouter à ce propos Éric Bocquet. Nous entamons l'année 2 du quinquennat de M. Macron. Il est déjà allé très très vite en matière de casse sociale durant sa première année, sur le code du travail, sur la SNCF. Cette année, on nous annonce le projet de réforme des retraites, qui n'est pas anodin, c'est un projet important, central dans notre société. Et subrepticement, malgré les communications rassurantes, lénifiantes, il s'agit bien de remplacer le système de répartition par un système de capitalisation qui va faire perdre beaucoup d'argent aux retraités d'aujourd'hui et de demain. Sur les retraites comme les autres réformes à venir, ce qu'espèrent proposer les parlementaires communistes, c'est des projets alternatifs. Et ils espèrent que ces projets alternatifs pourront trouver de l'écho dans un contexte qui leur est plutôt favorable, avec Emmanuel Macron qui est au plus bas dans les sondages en ce moment. C'est ce que nous expliquait tout à l'heure Pierre Laurent. Nous pensons, nous les parlementaires communistes, qu'il y a maintenant la possibilité d'imposer des reculs et de faire bouger les lignes de la politique gouvernementale. Le gouvernement Macron n'est pas dans la même situation aujourd'hui qu'il l'était il y a un an. Il y a un an, il était très arrogant, décidé à avancer. Il est toujours décidé à avancer
dans la ligne libérale fixée par Emmanuel Macron, mais avec des résistances dans le pays qui se sont développées de manière très importante. Voilà une détermination forte donc chez les parlementaires communistes. Ils veulent être combatifs en cette année parlementaire qui s'annonce chargée sur le plan social pour eux. Et ils vont très vite avoir l'occasion de monter au créneau avec l'arrivée en novembre prochain du projet de loi de finances au Sénat. Et c'est un dossier sur lequel ils comptent être très présents. Merci à vous, Samia. Autre report avec Adrien Develay. Après un an de débats, députés et sénateurs réunis en CMP hier soir ont trouvé un accord sur la loi Elan. Un vote solennel doit être organisé dans les deux chambres courant septembre pour une adoption définitive de ce texte censé favoriser la construction de logements. Alors, le détail avec Flora Sauvage. C'est l'aboutissement d'un an de débats houleux. L'ambiance était au compromis hier soir lors de la commission mixte paritaire sur la loi Elan. Alors que le gouvernement s'était montré inflexible fin juillet lors de l'examen du texte par la Haute Assemblée, hier, les députés de La République En Marche ont fait des concessions vis-à-vis des sénateurs. Première concession sur la part de logements accessibles aux personnes handicapées dans les programmes neufs. Les députés voulaient qu'elle soit fixée à 10% au lieu de 100% actuellement. Finalement, cette part est relevée à 20%. Autre point de divergence, la question du logement social. Le gouvernement demande aux bailleurs sociaux 1,5 milliard d'euros d'économies chaque année d'ici à 2020. Pour financer ces économies, le gouvernement veut encourager la vente de HLM. Sur l'obligation de 25% de logements sociaux fixée par la loi SRU, l'objectif a été fixé à 2025. Enfin, la loi prévoit d'expérimenter des mutualisations entre communes. L'objectif d'un quart de logements sociaux sera au niveau de l'intercommunalité. Concernant les plus démunis, députés et sénateurs se sont accordés pour créer un dispositif d'occupation temporaire des bâtiments vacants. Mais les sénateurs ont aussi introduit, avec l'accord des députés, des pénalités de retard si le locataire ne paie pas son loyer à temps et des sanctions pénales pour les squatteurs de résidences principales ou secondaires. Et on va voir avec vous, Tam Tranui, comment cette CMP conclusive a été accueillie par la sénatrice Valérie Létard. Elle a répondu à vos questions il y a quelques instants. Écoutez. Valérie Létard, les sénateurs et les députés ont longuement débattu hier de la loi Elan, près de 7 heures de discussion avant d'arriver à un compromis. Est-ce que vous vous félicitez de ce compromis comme le fait l'exécutif ? Eh bien, on peut dire que cette commission mixte paritaire, elle a duré très très longtemps. Elle a fait l'objet de l'examen de 200 amendements présentés par les rapporteurs des deux chambres. C'est énorme pour une commission mixte paritaire. Je n'avais jamais vu ça. Et c'est d'autant plus difficile pour un membre de la commission mixte paritaire que nous découvrons les amendements en séance de commission mixte et que émettre une expertise, un avis, comprendre des amendements qui sont quelquefois très techniques quand vous n'en avez pas connaissance, c'est un peu particulier. Au niveau du travail, donc déjà les conditions n'étaient pas bonnes. Travailler dans de bonne qualité, c'est quand un travail de bonne qualité, c'était difficile. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, comme vous le savez, cette commission mixte paritaire est conclusive. Mais pour ma part, au nom de mon groupe, je n'ai pas voté ce texte. Vraiment, le travail qui a été fait par notre présidente et Dominique Estrosi, notre rapporteur, était de grande qualité et il a rendu moins pire le texte du gouvernement. Sur quel point, pour vous, il y a vraiment encore à redire, où est-ce que le compte n'y est pas ? Voilà, le compte n'y est pas et c'est pour cela que je n'ai pas voté, malgré quelques améliorations, mais qui ne touchent pas au cœur du réacteur. Le cœur du réacteur, vous le savez, ici, nous sommes la maison des collectivités locales, mais des collectivités qui incarnent l'échelon de proximité au plus près de nos concitoyens, qui fait qu'une politique nationale, la politique de logement, c'est une politique nationale, pour être efficace et adaptée à la diversité de nos territoires et de nos réalités socio-économiques, elles doivent être mises en œuvre par l'échelon territorial. On ne peut pas laisser de côté les collectivités, c'est elles qui en ont la compétence, c'est elles qui mettent en musique cette politique. Les élus locaux, les maires sont-ils écartés du dispositif pour vous ? Les présidents d'intercommunalité, on les a remis dans certains cas, ils n'y sont pas dans d'autres. Ce que je peux vous dire, c'est que des amendements avaient été présentés tant dans le débat en séance au Sénat que proposés en commission mixte paritaire, qui n'ont pas été satisfaits totalement et quelquefois partiellement, remettant en cause un équilibre et une équité de traitement face à cette nécessité pour les élus locaux d'être associés à une révolution de nos politiques de logement.
Qu'est-ce que ça va être demain notre politique de logement social? Y a-t-il une politique de logement social territoriale demain dans laquelle les élus pourront utiliser leurs compétences de logement et le rôle qu'ils auront à y jouer pour aménager leur territoire comme il le faut pour répondre aux besoins de leurs habitants. Aujourd'hui, rien de moins sûr. Est-ce que vous jugez justement que l'exécutif est hostile au territoire, ce qui peut paraître d'autant plus étonnant que le ministre de la Cohésion des Territoires est Jacques Mézard, qui était lui-même avant sénateur? Mais on sent deux choses. On sent d'une part la volonté recentralisatrice de l'État continuer sa route. Beaucoup de choses dans ce texte montrent bien que des dispositions qui souvent relevaient des collectivités devront se faire sous le contrôle du préfet ou quelquefois ne seront plus entre les mains des maires et des intercommunalités qui ont pourtant cette responsabilité. Si je peux me permettre, par exemple, demain, nous allons avoir pour financer le logement social recours à la vente de logements sociaux dans les communes. Toutes les communes, et j'en connais beaucoup dans le Nord, qui ont beaucoup de logements sociaux parce que des territoires où les populations ont de faibles ressources économiquement, des petits salariés, des petits retraités qui ont 30-35% de logements sociaux, n'auront pas d'avis à donner sur la vente de leur patrimoine social, ne pourront pas demander à ce qu'on réinvestisse le produit de la vente sur leur commune, alors qu'elles auront financé le logement avec l'argent des habitants de leur territoire, qu'elles auront garanti les emprunts. Franchement, si ici il y a quelque chose à défendre, c'est on ne peut pas exclure les collectivités d'une gouvernance de la politique du logement. La conférence de consensus, elle n'avait que ce mot-là à la bouche, les bailleurs que ce mot-là à la bouche. Oui, il faut se regrouper, mais n'oubliez pas de laisser la possibilité aux politiques de logement de se décider dans les territoires. Bien, merci beaucoup Valérie Létard pour votre réaction à l'adoption donc de cette loi Elan en commission mixte paritaire. C'était hier soir au Sénat. Alors voilà pour la réaction de Valérie Létard enregistrée un peu plus tôt cet après-midi. On va continuer ce débat avec mes invités puisqu'on voit que cet accord ne fait pas l'unanimité. On ouvre tout de suite notre second débat. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Annie Guillemot. Bonjour, merci d'être avec nous, sénatrice socialiste du Rhône. Eddy Jacquemart est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes le président national de la Confédération nationale du logement. Et puis Emmanuelle Paraponce, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Directrice des rédactions Habitat et Urbanisme et Développement Durable d'AEF. Première question pour vous, Annie Guillemot. Il était temps, malgré tout, que députés et sénateurs se mettent d'accord sur ce texte, cette loi. Ça fait 1 an qu'on en parle, qu'on la discute. Beaucoup de professionnels attendaient justement et attendent la promulgation définitive de cette loi. Non, je pense pas. Moi, j'aurais vraiment apprécié, comme Valérie Létard, qu'il y ait une deuxième lecture et que ce que nous avons fait en commission, parce que le travail de la conférence de consensus à laquelle on a beaucoup participé et le travail en commission a été extrêmement important et nous avions des lignes, nous aussi, des lignes rouges à ne pas dépasser et je partage tout à fait l'avis de Valérie Létard. Je crois que pour le logement social, c'est une révolution. C'est vrai que la loi Elan sur les marchands de sommeil, sur l'habitat indigne, la place du maire dans le permis de construire sur les grandes opérations d'urbanisme a été laissé, mais le fait quand même qu'on ait donné la possibilité aux maires des communes carencées ou déficitaires de donner un avis sur les ventes en bloc et pas aux maires qui respectent la loi et qui ont donc déjà plus de 20 voire 40%, je pense que là, effectivement, c'est quelque chose qui ne permet plus aujourd'hui de voir comment on va territorialiser nos politiques publiques. Vous ne retrouvez pas les avancées de la conférence de consensus logement dans la CMP? Tout à fait, puisque nous avions bien dit qu'il devait y avoir le maire au centre des politiques, notamment, et puis bien sûr les intercommunalités. Mais ce n'est pas le cas, puisqu'on nous dit que le rôle du maire a été réaffirmé dans certains cas. Dans les grandes opérations d'urbanisme, mais pas dans le logement. Pourquoi? Parce qu'il faut s'interroger pourquoi. Cette loi, ce n'est qu'une loi budgétaire de financiarisation du logement social. Comme le gouvernement a mis à la diète les organismes HLM, eh bien là, il veut pouvoir vendre. Il veut passer de 8 000 logements par an vendus à 40 000. Et ce, n'importe comment. Il n'y a pas de garde-fou. On pourra vendre à des personnes donc sans l'avis du maire, alors que c'est ce que demandaient les sénateurs. Par contre, dans les communes qui n'ont pas atteint 20% de logements, ils pourront dire ce qu'il y a. Puis il y a aussi, nous, c'était
y a une ligne rouge aussi. On va y venir, la Annie loi Guillemot. sur l'accessibilité des handicapés. On va y venir, si vous voulez bien. On va donner la parole aux autres invités. Emmanuel, le Paraponce, on voit forcément, il y a des gagnants, des perdants. Mais on est ici au Sénat. On sait que le Sénat avait à cœur de, justement, mettre les élus locaux au cœur de ces politiques de logement. Ils s'y retrouvent au final, selon vous ? Alors la DCF a communiqué tout à l'heure pour dire que non, il ne s'y retrouvait pas. Et comme Madame Guillemot le disait à l'instant, il n'était pas du tout satisfait à la place qui était faite. Il y a quand même, je modulerai un petit peu ce qui vient d'être dit, des avancées qui sont faites. La place du maire, certains, si on reprend la vente HLM, voient dans l'avis demandé au maire des villes carencées ou déficitaires un garde-fou justement sur le fait qu'une ville qui n'a pas assez de logement social ne pourra pas en vendre et donc en avoir moins encore et répondre encore moins à ses objectifs. Donc les avis... On ne devrait même pas leur demander leur avis. Voilà, donc comme toujours dans ces cas-là, il va y avoir effectivement des gagnants, des perdants, des élus qui seront satisfaits. Le Sénat a quand même beaucoup travaillé effectivement pour avoir une CMP conclusive. Vous le disiez, il y a eu beaucoup d'amendements. Je crois qu'on a atteint des records, plus de 3000 dans chacune des lectures. Pour un texte qui fait plus de 200 articles, ça a été rappelé. Voilà. Et on a un accord, alors qu'en juillet, qui aurait parié sur la possibilité d'avoir un texte sur lequel tout député et sénateur s'entendent. Et Jacques Marc, quel regard portez-vous sur ce compromis trouvé hier entre députés et sénateurs? On le rappelait, il y a des gagnants et des perdants. Quelle est votre position? Moi, en tout cas, je voudrais dire quand même un petit préambule, c'est que la loi Elan, de toute façon, c'est une loi en fait qui est un véritable recul social et sociétal depuis le départ. Donc là, en fait, ce qui s'est passé hier, c'est une confirmation de ce recul social et sociétal pour les habitants de ce pays. Nous, en tout cas, en tant qu'association d'habitants et de locataires, on met en garde véritablement les habitants de ce pays parce qu'il va se passer des choses graves à l'issue de cette loi Elan. On parle de vente de logement social. En tout cas, c'est un véritable gâchis, un déni de démocratie, puisque la conférence de consensus, en tout cas mon organisation, l'organisation que je préside, elle a véritablement contribué à chaque séance. On a fait des véritables propositions. On a l'impression qu'on s'est moqué de nous. On nous a absolument pas entendus. D'ailleurs, quand je lis le communiqué de presse de M. Mézard et de M. de Normandie aujourd'hui, ils ne parlent absolument pas des habitants. Nous n'existons pas. On a l'impression que, véritablement, ça s'est fait entre deux chambres, certes démocratiques, mais aujourd'hui, les habitants n'ont pas eu leur mot à dire dans ce processus. Moi, je mets en garde véritablement contre le recul démocratique dans ce pays, notamment avec le regroupement des organismes sociaux. Vous savez que cette année, c'est une année spéciale pour les locataires, puisque dans le parc social, on va faire des élections des représentants des locataires dans les conseils d'administration, avec tout le regroupement qu'il va y avoir de fusion et l'obligation, je dirais, d'appartenir à un SAC, une société de coopération, anonyme de coopération, eh bien, on va perdre véritablement la proximité. Donc, il y a une perte de proximité des habitants et il y a une perte de proximité des maires. Aujourd'hui, on retire dans ce pays l'outil indispensable aux collectivités et aux maires de pouvoir agir sur leur politique de logement au niveau du territoire. Et Madame Létard l'a très bien dit dans son intervention. Aujourd'hui, le maire, il est privé de son outil principal pour mener à bien une politique de logement social dans sa ville. Et ça, c'est très grave. Annie Guillemot, le produit de la vente des HLM sera malgré tout réinvesti à 50% dans la commune, l'interco, le département. Ça pérennise comme ça la présence des bailleurs sociaux. Ça, c'est quand même... vous avez obtenu gain de cause sur ce point. C'est une avancée. Non, c'est pas une avancée parce que je pense que c'était une exigence des sénateurs et les députés ont dit oui. C'était une exigence des sénateurs, mais nous avions souhaité que ça soit l'ensemble. Je pense que c'est un tout. Le problème aujourd'hui, ce que Valérie Létard posait bien, c'est aujourd'hui quel sens a cette politique de logement nationale? Pour moi, une politique publique, c'est une politique de réduction des écarts. À partir du moment où une politique publique ne réduit plus les écarts, je pense qu'il faut s'interroger sur ces objectifs. Et aujourd'hui, les objectifs, mais on le verra dans la loi de finances, l'objectif du gouvernement, c'est que le logement social coûte moins cher et que on ne se pose même plus la question de la solvabilisation des locataires. On ne se pose pas non plus le problème de la sécurisation comme on l'a fait. Moi, j'ai déposé des amendements des locataires qui vont acheter. On ne se pose même pas la question, il n'y aura même pas de diagnostic sur les ventes en bloc. Mais qui va être interpellé? Le président de l'Agglo, le maire. Or, ce sont eux qui mettent le plus de financement sur le logement social. Et alors, moi, c'est vrai qu'hier, j'ai réagi. Nous avions fait un amendement comme quoi aucun logement ne pouvait être vendu dans une commune qui était carencée ou déficitaire.
Mais qu'en plus, on leur laisse le choix de dire oui ou non et pas aux élus qui respectent la loi, c'est quand même, je veux dire, c'est quel sens on donne à cette politique-là? Et on va continuer parce que je crois que dans la loi de finances, il n'y aura plus d'aide à la pierre au niveau de l'État. Donc ça veut dire que le seul financement du logement social aujourd'hui, ça va être bien sûr les locataires, les loyers des locataires, et puis la vente des logements HLM. Or, aujourd'hui, on voit ce que ça a fait en Angleterre. Je veux dire, c'est un gouvernement qui n'écoute pas, qui n'entend même pas ce qu'on peut leur dire. On a des exemples. Et aujourd'hui, l'Angleterre remet à nouveau des logements sociaux. Donc, on a bien un problème en France qui est de loger les populations les plus modestes et les populations les plus démunies. C'est ce en quoi l'État est responsable au nom de la solidarité, de la justice et de l'équité sociale. Or, aujourd'hui, on ne voit pas de sens à cette politique nationale. Emmanuel Parapon, sur cette question de loi sensible de vente des HLM, comment vous voyez les choses? Est-ce que ça va se passer, comme le dit Annie Guillemot, avec des locataires finalement qui seront très peu consultés? L'objectif de 40 000 ventes par an, c'est un objectif qui ne date pas de la loi Elan. Ça date de déjà, me semble-t-il, sous Benoît apparu. C'était déjà un objectif qu'on n'arrive pas à atteindre, puisqu'aujourd'hui, on a 8 000 ventes, grosso modo. Les bailleurs disent on peut éventuellement arriver à 15 000, mais on ne pourra pas faire mieux. Sur cette question, au-delà de la question du maire, de son accord et du fait que la commune soit carencée ou pas, la question c'est qui peut acheter aujourd'hui et quels sont les vous parliez de solvabilisation, quels sont les biens à vendre, où est-ce qu'on les vend et à qui on les vend? Et ces questions-là aujourd'hui sont effectivement pas réglées, le texte n'en parle pas, et les bailleurs, comme la CNL je crois, sont effectivement très attentifs aux mesures qui permettent aux gens d'accéder à la propriété. L'accession sociale, c'est l'APL accession, ça a été supprimé l'année dernière dans le budget. C'est à contresens. On n'a aucun indicateur disant que ça serait remis. Tous les indicateurs sur l'accession sociale sont au rouge. Donc effectivement, je peux comprendre qu'il y ait une attente. Et là, pour l'instant, on est un peu tous dans l'expectative de ce qui sera dit lundi sur le budget, où j'ai effectivement les mêmes échos que Mme Guillemot sur le fait qu'il n'y aurait plus de financement par l'État du logement social au moment où on appelle à un choc d'offres et à une construction de plus de logements sociaux. Alors sur la vente HLM, évidemment, nous, la CNL, on est complètement opposé à la vente HLM, pas par dogmatisme, mais parce qu'on voit les choses catastrophiques arriver dans nos permanences juridiques. Il faut bien avoir en tête qu'il y a deux cas de figure dans la vente HLM. Il y aura la vente directement à l'occupant et il y aura la vente en bloc. Dans le premier cas, la vente à l'occupant, moi je mets en garde les locataires parce que beaucoup de locataires en fait rêvent d'être propriétaires, et ce n'est pas scandaleux, mais il y a d'autres moyens pour y accéder, notamment l'accession sociale à la propriété, mais on est en train de couper les APL, mais l'accession sociale à la propriété, c'est une façon d'acquérir son logement. Le problème, c'est que d'acquérir son logement via la vente HLM, ça peut être très dangereux, et nous on voit arriver des gens chez nous qui, avec des dossiers de surendettement, parce que finalement, ils s'en sortent plus, parce qu'être propriétaire, ça a des autres conséquences, la taxe foncière, les charges de copropriété, et on risque très vite d'avoir des copropriétés dégradées dans les ventes HLM. L'autre cas de figure, c'est la vente en bloc, et là, en fait, c'est la privatisation. Il faut dire les mots. On ne dit pas les mots, mais il faut le dire. Madame Guillemot en a parlé, c'est la financiarisation du logement. Moi, je dis, c'est la privatisation des HLM. De toute façon, et moi, contrairement, je pense que les 40 000 logements, ils vont se faire, parce qu'ils sont en train de préparer les outils, les foncières financières pour le faire. Donc le gouvernement, quand je compare M. de Normandie à Mme Thatcher, ça ne lui plaît pas du tout, mais il va faire pire que Thatcher. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, ils sont obligés de réinjecter de l'argent massivement dans le parc social parce que c'est une catastrophe économique et une catastrophe des bâtiments. Oui, je voulais juste revenir sur cette question. Effectivement, la loi Elan, il faut juste se rappeler aussi qu'elle n'est pas en suspension et elle n'est pas arrivée de nulle part. À l'arrivée du gouvernement d'Emmanuel Macron, quand Richard Ferrand, alors le ministre du Logement, est arrivé, son premier discours, c'est de dire il n'y aura pas de loi logement dans les mois qui viennent. Exactement. Voilà, c'était pas au programme, c'était pas prévu. C'était à l'AG des coopératives. Voilà, même à sa passation de pouvoir, voilà, le premier discours, sa première prise de parole, c'était pas dire il n'y aura pas de loi. Et puis, il y a eu la question des APL, la baisse de 5 €, et puis le fait qu'il fallait faire des économies plus substantielles, donc la loi de finances avec la baisse des APL et la RLS, réduction de loyer de solidarité, qui était mise en face. Et ça a fragilisé les organismes. Il y a eu une grosse mobilisation. Ils se sont dit, il faut faire des mesures du coup pour accompagner le secteur. Et il fallait faire le choc d'offres, il fallait avoir une politique un peu développée. Ça vient de là, la loi Elan. Et donc les conséquences, on parle beaucoup argent, on parle beaucoup de financiarisation, mais parce que la genèse un peu du texte, elle est là. Je suis complètement d'accord, parce qu'en fait, l'étape, il y a d'abord eu l'assèchement
des organismes HLM avec les APL. On a baissé les APL, on a baissé les loyers avec ce qu'on a appelé la réduction de loyer de solidarité, ce qui était une véritable, je dirais, du prix en fait vis-à-vis des locataires et des bailleurs sociaux. Donc la première stratégie, c'est d'assécher financièrement les organismes HLM. Et la deuxième étape, c'est la loi Elan pour justement accompagner cette stratégie. Et la troisième étape, c'est la loi de finances qui arrive demain. C'est-à-dire que là, il y aura moins d'APL, enfin, on continue. Et donc tout ça, ça s'inscrit dans une stratégie logement qui a été annoncée, il suffit de reprendre le dossier de presse de l'époque de septembre 2017, Monsieur de Normandie, il a clairement expliqué ce qu'il voulait faire et on a tout de suite compris qu'on arrivait donc à la fin du logement, si on ne faisait rien, qu'on serait arrivé à la fin du logement social dans notre pays. Oui, Annie Guillemot, vous évoquiez l'accès à des logements aux personnes handicapées. Là, on sait aussi qu'il y a eu un compromis, la part du logement adapté aux personnes handicapées dans les programmes neufs. C'est 100% actuellement. Alors les sénateurs voulaient 30, ça sera 20. Il y a eu une sorte de marchandage qui a été jugé indigne sur le dos des personnes handicapées par certains de vos collègues députés. Oui, bien sûr. Moi, j'avais fait un amendement pour revenir à 100%, parce que la loi de 2005 de Jacques Chirac, c'était quand même une grande loi. Et j'ai fait plein d'auditions. Je n'ai pas eu l'impression que les promoteurs étaient en demande de changer cette loi. Je pense que c'est une véritable régression sociale et que rien ne l'imposait, y compris financièrement. Parce que le logement évolutif, moi j'attends de voir le décret qui va donner le logement évolutif et si ça ne va pas être encore plus cher. Et puis ça envoie un très très mauvais signal. C'est pareil pour ce qui se passe là pour le logement. Comment on peut présenter un plan pauvreté et raboter comme on rabote le logement social, la solvabilisation des locataires HLM, il faut quand même se dire que 60% du parc HLM est occupé par les populations les plus pauvres de notre pays. Donc pourquoi ? C'est incompréhensible, c'est un contresens. Et de l'autre côté, on nous dit qu'on va avoir un plan handicap et on commence par revenir sur une loi fondatrice, la loi de 2005. Et c'est pas de mon bord politique, c'est Jacques Chirac. Et il avait imposé ça. Donc je pense que là, c'est pour ça que ce gouvernement, il n'agit que sur des emprises et des critères budgétaires. Et donc ça, le problème aujourd'hui, c'est qu'il va falloir faire des choix. Bien sûr qu'on a des déficits publics. Avec un débat malgré tout sur ce qu'on entend par adaptable quand on parle d'un logement accessible. Un logement adaptable, si vous devez avoir toutes les parois qui sont évolutives, si vous voulez que les réseaux ne passent pas là, je pense qu'effectivement, moi j'ai fait des auditions, y compris des promoteurs, qui se posent aussi la question de savoir comment ça va se passer, parce que ça va pas être aussi simple. Et puis rappelons quand même, parce qu'il y a quand même un chiffre, moi j'ai été touchée dans ma famille par le handicap, mais nous avons aujourd'hui en France même pas 8% de logements qui sont accessibles. Depuis 2005, il y a cette loi, mais elle ne touche que les logements neufs. Or, tous nos logements, regardez à Paris, dans les grandes villes, ne sont pas accessibles. Il faut le comprendre. Emmanuelle Paraponce, il y a un recul là par rapport à la loi 2005 sur ce qui a été voté hier en CMP. Très clairement. C'est mieux que ce qui avait été voté à l'Assemblée où on était à 10%. Voilà, c'est sûr que 20% par rapport à 100%. Les associations ont réagi un peu tardivement d'ailleurs dans le débat. Je pense que elles n'ont pas réussi à user de leur pouvoir de lobbying pour alerter les pouvoirs publics et plus largement. Évidemment, quand on passe de 100 à 20, mais ça ne concerne pas que les personnes en situation de handicap, avec une population vieillissante, avec une préoccupation de plus en plus forte de comment on garde les gens à domicile, parce que ça coûte aussi moins cher que de les mettre en établissement où on sait qu'il n'y a pas suffisamment de place. Ça pose des vraies questions pour l'avenir. Et effectivement, les promoteurs appelés à des assouplissements, ils n'auraient peut-être pas forcément rêvé qu'on aille à 20% tout de suite. Et du Jacques Mar. C'est scandaleux et stigmatisant pour les personnes handicapées parce qu'en fait, on est en train de les sacrifier pour des motifs budgétaires, alors que, comme vous venez de le dire, on peut tous être aujourd'hui, sans être personne handicapée, avoir besoin d'un logement accessible. Vous cassez une jambe, vous êtes opéré de l'appendicite, vous voulez recevoir votre grand-mère qui est en fauteuil roulant, vous pouvez avoir besoin d'un logement accessible à ces personnes-là. Donc même la maman avec sa poussette, elle est bien contente de trouver la rampe d'escalier pour la poussette. Donc en fait, on était dans un progrès. Alors certes, c'était compliqué à y accéder, mais on avait un progrès sociétal. Et là, d'un coup de baguette magique budgétaire, parce qu'en fait, il y a sûrement des lobbies qui ont dû appuyer sur le bouton et faire pression, eh bien, on va retirer
ce progrès sociétal. Moi, je trouve ça complètement scandaleux en tant que président d'une association d'habitants. Je trouve ça scandaleux. Et en tout cas, on va s'associer. On s'est déjà associé avec des associations, les architectes et puis des associations de personnes handicapées pour continuer à lutter contre cet article qui est scandaleux. Annie Guillemot, est-ce que vous estimez qu'il y a aussi une atteinte à la loi SRU? On sait que l'amendement importé par Marc-Philippe Daubresse a été conservé dans la CMP. Oui, il y a une atteinte à la loi SRU, moins importante qu'on ne le pensait, parce que quand vous ça prévoit de mutualiser, quand on a vu tous les amendements qu'il y avait sur la loi SRU, de 25% de logements sociaux. Donc il y a un moment, là aussi, je pense que dans la situation où on est aujourd'hui, il ne fallait pas toucher la loi SRU, et ça me paraît une grave erreur. Mais pour revenir sur tant le monde du handicap que la financiarisation, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça, du logement, moi, il y a une autre chose et il va falloir que les maires soient très attentifs à ce que leur seul recours aujourd'hui, ça sera de ne pas garantir les emprunts lors des ventes en bloc. Parce qu'ils ont sans doute, c'est quand même, les garanties sont amenées par la ville, et les élus locaux n'ont jamais été quand même contactés là-dessus. Donc ils pourront dire non à la garantie des emprunts. Et puis moi, il y a une autre chose, c'est que dans les ventes en bloc, j'ai fait des amendements qui ont été repoussés. Je ne sais pas ce qui s'est passé en CMP. Mais tout de même, pour 10 ans, la foncière d'Action Logement va acheter. Mais pendant 10 ans, le syndic sera l'office HLM qui aura cédé. Mais le propriétaire sera la foncière. Mais qui va faire les gros travaux si jamais ça fuit, si jamais il n'y a plus de chauffage, etc. Il n'y a rien de prévu. Non seulement il n'y a même pas un diagnostic lors de la vente, ce qui est quand même incroyable, mais il n'y a pas non plus pendant les 10 années qui va... C'est pas l'office HLM, mais ça ne sera pas la foncière non plus. Alors comment les locataires ou les nouveaux propriétaires vont acheter dans ces conditions-là? Moi, je leur conseillerais surtout de ne pas acheter. Emmanuel Paraponce, l'objectif de cette loi, c'était, je le rappelle, construire plus vite, construire plus. Est-ce que ça va être atteint, cet objectif, avec ce qui a été voté? Oula, je ne me risquerai pas à répondre à cette question. Toujours est-il que pour l'instant, les chiffres ne sont pas bons. Puisque je les ai vérifiés avant de venir. On est à 7% de mise en chantier en moins cette année par rapport à 2017, c'est-à-dire qu'on serait à peu près à 400 000 mises en chantier. Je vous rappelle, un objectif, on n'a plus d'objectif sur la politique du logement, mais le chiffre de 500 000 a quand même tourné pendant très très longtemps. Et sur le premier semestre, on parlait des ventes en bloc, on a moins 14,2%. C'est-à-dire que les promoteurs vendent, les ventes en bloc, c'est principalement en lot à des organismes HLM, c'est 14% de baisse. Donc pour l'instant, clairement, il y a un attentisme du secteur. Et la FFB, qu'on ne peut pas taxer... Fédération Française du Bâtiment. Pardon, excusez-moi. Qu'on ne peut pas taxer d'être gauchisant. Ou, voilà, il a la réalité des chiffres, puisque lui, il est sur les c'est une fédération qui voit les chiffres, les chantiers, alerte beaucoup sur la situation et s'inquiète aussi de ce que les bailleurs sociaux, notamment, pourraient déporter leurs dépenses de rénovation, c'est-à-dire l'entretien du parc actuel. Ça a commencé. Voilà, donc il y a des vraies inquiétudes. Est-ce que le texte va permettre de revenir dessus? C'est le pari que fait le gouvernement. L'avenir nous le dira. Vous parlez d'un attentisme peut-être justement des professionnels du bâtiment. Ils attendaient peut-être cette loi, puisque ça fait un an. Cette année, ils ne vont pas avoir vendu. Cette année, ils ne vont pas avoir vendu. Donc, ils vont perdre 1 milliard. Enfin, 700 millions, 800 millions. Donc, de toute façon... on en verra les effets quand, selon vous? Déjà cette année, les bailleurs sociaux, il y a un système d'agrément. Donc c'est déjà le simple fait d'obtenir le financement, ce qui présage le fait que 3 ou 4 ans plus tard, le logement sort de terre. On est à moins 5% selon les estimations. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur le financement qui produira ses effets dans plusieurs années, on est en baisse. Mécaniquement, un logement, ça ne sort pas de terre en 6 mois. Donc, les chiffres qui ne sont pas bons aujourd'hui, même s'ils se sont bien améliorés ces dernières années, risque de produire des effets négatifs encore quelques temps. Donc, à voir. Moi, je veux parier ni dans un sens ni dans un autre. Je suis journaliste, pas Madame Irma, mais voilà, je vois quand même tous les signaux qui sont envoyés de part et d'autre et qui posent question. On est à peu près à une enveloppe de moins 30% sur l'entretien et on a plein d'arrêts de dossiers de réhabilitation de résidences. D'autant que les municipales arrivent, si je puis me permettre, ce qui est traditionnellement une période où la construction marque un peu le pas. Voilà. Et Jacques Mars, c'est une occasion manquée de bien peut-être trouver des solutions à la crise du logement? Alors, la loi Elan, de toute façon, ce qui est décevant, c'est que ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'il y a une crise de logement dans ce pays. Et la loi Elan, moi je le dis tranquillement, elle ne va rien solutionner à la crise du logement. Voilà. Donc ça, c'est bien dommage pour les habitants de ce pays. Moi, ce que je trouve encore plus dommage, c'est qu'il y a une loi qui a été votée en 2000,
c'est la fameuse loi SRU. Les téléspectateurs, en fait, ils vont tous reconnaître cette loi. C'est la loi qui a imposé les quotas. Solidarité, renouvellement urbain, sur les logements sociaux, on vient d'en parler. Et qui vient qui impose de la construction de logements sociaux donc, dans les villes, 25%, qui a été améliorée donc, par le gouvernement précédent. Et en fait, cette loi SRU, qui finalement, elle a presque fini par avoir un consensus. Tout le monde disait que c'était bien. Et bien finalement, le gouvernement, il a entrebâillé la porte et certains sénateurs rêvaient justement de revenir en arrière sur cette loi SRU, qui est quand même un socle, pour moi c'est un socle républicain, puisque nous, on trouve encore scandaleux aujourd'hui qu'il y ait des maires dans ce pays qui choisissent d'être délinquants et de ne pas respecter la loi, et qui restent impunément maires. Donc nous, on avait fait une proposition phare qui a fait évidemment lever tout le monde de sa chaise au Sénat, quand on a fait cette proposition-là, c'est de rendre inéligibles les maires qui ne respectent pas la loi SRU au bout de leur mandat. Ça veut dire qu'ils ne pourraient plus se représenter. Ça, c'est du progrès social. On vous réinvitera, Eddy Jacquemart, en présence d'autres sénateurs pour aborder ce point. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Le Sénat, vous le savez peut-être, expose le travail de Sébastien Copland, explorateur des pôles, des images splendides qui sont à voir sur les grilles du jardin du Luxembourg. Elle souligne aussi la fragilité des glaciers. On regarde ce reportage et il nous rejoint tout de suite après. Plongé dans un monde glacé, silencieux, cotonneux, où solides et liquides se confondent, voici ce que propose l'exposition de Pôle en Pôle, un monde qui disparaît. Dans des conditions extrêmes et parfois dangereuses, le photographe Sébastien Copland a parcouru plus de 8000 km pour rapporter ses clichés et ainsi nous faire partager la magie de la nature. J'ai été attirée par la beauté et la diversité, même si c'est sur le même thème, c'est un thème unique. Mais il y a une variété d'images qui a attiré mon œil. Enfin, elles sont exceptionnelles. Très belles images et des photographies qui sont esthétiquement très réussies. Je trouve que c'est une exposition extraordinaire, quoi, de par la dimension, le format, la qualité. Donc je pense qu'il faut... c'est absolument nécessaire, oui. Voilà. Et c'est un beau message. La beauté des images, oui, mais dans un objectif précis. Faire passer un message, celui de sensibiliser au danger du réchauffement climatique. La fonte des neiges, la fonte des glaciers, etc. Les espèces qui disparaissent, ces choses, bien sûr, on est sensible. On se dit, est-ce que nos enfants vont pouvoir voir un jour un ours, éventuellement? L'accélération des phénomènes en quelques années là est telle qu'on ne peut plus avoir l'impression qu'on a beaucoup de temps devant soi. Aujourd'hui, le réchauffement de la planète est souvent mis en question par des entités industrielles et dans leur sillage par des entités politiques, que beaucoup de questions se posent et qu'il est important de se documenter. La seule chose qui nous permet de respirer, c'est les océans. Quand on aura compris ça, on aura tout compris. L'exposition est à découvrir sur les grilles du jardin du Luxembourg jusqu'au 13 janvier prochain. En 20 ans, il a parcouru plus de 8000 km à ski sur toutes les banquises. Sébastien Copland, photographe, défenseur de la planète, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Sébastien Copland, merci d'être avec nous. Cette banquise, vous en parlez un peu comme d'un royaume, vous l'avez parcouru, l'Arctique, le Groenland, l'Antarctique. On a entendu dans ce reportage, c'est un peu ce que vous dites, finalement, 2 journées ne sont jamais semblables sur la banquise. Expliquez-nous. C'est vrai, c'est un environnement qui est constamment changeant et qui est vivant, dynamique. On pense souvent à la glace comme quelque chose de statique et de mort, ce n'est pas du tout le cas. Ouais. On a vu ces photos magnifiques. Cette fonte des glaces en 20 ans, vous l'avez observé. On dit qu'en 25 ans, l'Antarctique a perdu 3000 milliards de tonnes de glace. C'est une réalité, vous l'avez constaté? En Antarctique, c'est difficile parce que l'Antarctique, c'est une masse de glace tellement énorme. Évidemment, il contribue à la hausse des océans, donc c'est un aspect complètement cardinal. Mais au niveau viscéral, visuel, c'est surtout sur le nord qu'on voit ça. L'océan Arctique a une couche très fine de glace, c'est celle-ci qui disparaît, très vulnérable au changement climatique. Vous ne pourriez plus faire certaines expéditions, certaines photos actuellement, ça en perpétuelle évolution?
Écoutez, de toute façon, je spécialise dans la photo, mais aussi dans les expéditions très difficiles. Et les expéditions au pôle Nord à pied de la Terre sont finalement quelque chose qui est en voie de disparition. Les conséquences, vous le disiez, sont terribles pour les populations à cause de la hausse du niveau des océans. Ça pourrait menacer des centaines de milliers de personnes. Ce qui est important, c'est de voir l'aspect global de ce que représente la glace. La glace, ce n'est pas quelque chose simplement de localisé dans les régions polaires, c'est quelque chose qui impacte notre mode de vie, nos cycles agricoles, la production de riz dans certaines régions du monde, qui est la matière première alimentaire pour des centaines de millions d'individus. L'avenir de la planète est donc directement lié au sort de ces glaces, Sébastien Copland. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a une vraie question sur laquelle il faut absolument se pencher. Il faut harceler, disons, les médias et surtout transformer l'opinion publique. Et c'est cette pensée binaire qui sectarise, qui segmente l'écologie avec la vie socio-économique, sociopolitique et son incidence qui est tellement évidente au niveau géopolitique. Et c'est un échec des États de ne pas prendre ça en mesure urgente. On sait que la semaine prochaine, il y a justement la 2e édition du One Planet Summit. C'est à New York, à l'ONU. Emmanuel Macron sera présent. L'objectif, c'est vraiment justement de mobiliser sur le climat. Vous croyez que ça peut fonctionner? Vous, qu'est-ce que vous en attendez? Écoutez, honnêtement, nous avons vraiment besoin d'une nouvelle génération politique, auquel cas Macron devrait immédiatement s'engager. Il semble que jusqu'à présent, il manque son mandat, son obligation morale et éthique vis-à-vis non seulement de la population française, mais surtout des citoyens du monde, puisque c'est une urgence qui demande des mesures radicales, celle-ci en tout cas pour éviter une dictature écologique qui nous pend au nez. Avec le départ de Nicolas Hulot, ça a été un très mauvais signal? Oui, tout à fait, parce qu'en définitive, le discours de Trump, les discours de Macron ne sont pas finalement si différents. Il y en a un qui met des gants et qui s'affiche un peu différemment. Il y en a un autre qui est peut-être plus vulgaire et agressif dans son approche. Mais ils sont tous les deux complètement disconnectés de l'urgence écologique, de cet espace naturel qui est en effondrement dans toutes les biodiversités de la planète. Pourtant, Emmanuel Macron, c'était lui, au lendemain justement de la sortie des États-Unis des accords de la COP21, avait dit, eh bien, nous referons cette planète great again pour répondre à Donald Trump. Vous ne lui faites pas du tout confiance à Emmanuel Macron sur ce Écoutez, point? Non, parce que de toute évidence, il n'écologise pas l'économie et le développement des secteurs, enfin la responsabilité du secteur public. De développer des centrales nucléaires n'est pas la réponse. On a des solutions qui sont renouvelables, qui sont infiniment accessibles. Et c'est au gouvernement, la responsabilité du gouvernement français et de tous les gouvernements de la Terre, de s'investir dans ce genre d'industrie, de les soutenir, d'offrir des subventions et surtout de prendre des mesures qui sont immédiates et radicales. Cette exposition a pour but clairement d'alerter sur les dangers du réchauffement climatique. Votre message, c'est à la vitesse où nous avançons, nous ne serons pas ici pour bien longtemps. Il faut sans cesse le marteler, ce message. Ça, c'est important, mais je pense qu'il faut aussi comprendre, si vous voulez, la courbe de cette avance qui engendre un désastre humanitaire qui commence déjà à se manifester, c'est-à-dire que le problème des réfugiés, qui vont de plus en plus devenir des réfugiés climatiques, vont nous confronter à cette atrocité, à cet échec humanitaire, quand des centaines de millions d'individus, voire 1 milliard et plus peut-être dans les 50 à 100 années à venir, vont venir frapper à nos portes avec ce désespoir de vouloir se nourrir, survivre, et que nous serons forcés quelque part de leur refuser cet accès et donc de manquer ce mandat humain que nous avons l'un vers les autres. Cette exposition sur les grilles du Jardin du Luxembourg, ça va peut-être permettre à 4 millions de personnes justement de voir vos clichés, vos photographies. Ça, c'est aussi un formidable vecteur pour sensibiliser les populations. C'est certain. Écoutez, c'est un privilège énorme que le Sénat m'accorde. C'est un moyen vraiment d'accéder à une plage de communication très, très importante. Et ça permet aussi d'harceler les individus, et puis les médias en particulier aussi, pour ne pas lécher le bout. Je veux dire, nous sommes tous acteurs dans cette tragédie et il en détient de nous tous de trouver des solutions. On a vu dans ce reportage
visage, le regard des passants sur votre travail. Vous n'avez plus grand-chose à faire. On sent qu'il y a quand même une réelle sensibilisation, une prise de conscience des citoyens à cette urgence climatique. Écoutez, oui, mais bon, on est à Paris, dans le 6e arrondissement. Il faut que cette mentalité s'établisse à tous les niveaux de la société et même la société globale. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien Copland, d'être venu parler de vos photographies sur le plateau de Public Sénat. Je rappelle que votre exposition de pôle en pôle, Un monde qui disparaît, est à voir sur les grilles du Luxembourg jusqu'au 13 janvier. Allez-y, c'est un conseil que je vous donne. Et puis avant de se quitter, je voudrais aussi remercier tous les téléspectateurs qui ont choisi hier de regarder l'audition d'Alexandre Benalla sur Public Sénat. Cela nous a permis, votre fidélité, de réaliser un record d'audience historique, plaçant Public Sénat deuxième chaîne d'information. Alors, au nom de toute la rédaction et des équipes techniques, encore un grand merci. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour son émission On va plus loin. Très bonne soirée à tous.